C'est un plaisir intense d'être ici pour vous parler. Donc merci à tous mes collègues et tous mes amis. Donc je vais vous parler pendant quelques minutes d'autisme et puis de diversité génétique et synaptique. Et pour commencer, j'adore c'est un de mes héros. J'adore cette phrase. C'est ce que nous pensons déjà connaître, qui nous empêche souvent d'apprendre. Et je pense que dans l'autisme, en particulier en France, on aurait dû penser qu'on ne savait pas et qu'il fallait toujours chercher. Et je pense que, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc mon travail, je suis un chercheur qui travaille vraiment sur la recherche fondamentale, et en particulier sur le cerveau social. Et je dis toujours que quand on ne sait quasiment rien sur un cerveau, mais alors sur deux cerveaux qui parlent, là, vraiment, on ne sait quasiment rien. Ou pire, on pense qu'on sait. Alors, on a une approche très pasteurienne avec l'idée que la recherche fondamentale va aider à la santé publique et en particulier, on est intéressé par le cerveau social, mais aussi par les troubles qui peuvent atteindre ce cerveau social, comme l'autisme, mais pas que l'autisme, la déficience intellectuelle. Plus personne travaille maintenant sur la déficience intellectuelle, tout le monde travaille sur l'autisme. Des troubles de l'hyperactivité, la dyslexie. Alors pour faire ça, on est plusieurs au laboratoire. Et en particulier, donc je demande toujours à ce que vous voyez où est le psychiatre. Donc le psychiatre est là, vous voyez, des psychiatres à l'Institut Pasteur, il en faut. Il y a aussi des psychiatres ici, vous avez des neurobiologistes, vous avez des bioinformaticiens, vous avez des gens qui écoutent les souris chanter, et tout le monde est autour de la même machine à café à l'Institut Pasteur, à essayer de comprendre ce que c'est que le cerveau social. Alors on travaille sur l'autisme, ou plutôt ce que je dirais les autismes, parce que c'est un vrai sac à plein de formes d'autisme. Et il y a deux critères de diagnostic qui regroupent ces personnes, des déficits des interactions sociales et puis la présence de stéréotypies d'intérêt restreint. Le problème de langage n'est plus dans les critères de diagnostic et effectivement, certaines personnes avec autisme n'ont quasiment pas de langage, ne sont pas du tout verbales, et d'autres, comme les personnes avec syndrome d'Asperger, eux, ont un langage tout à fait normal, voire très riche. Alors, il y a un continuum de sévérité, il y a beaucoup aussi de comorbidité, il peut y avoir des personnes très, très, très atteintes avec des crises d'épilepsie, des automutilations, et puis des personnes qui sont scientifiques et qui sont très bien, sauf qu'ils ont des petits problèmes d'interaction sociale des fois. Donc, c'est quelque chose qui est très, très variable dans la population. Et puis, donc, il y a eu beaucoup de littérature récemment sur le fait qu'il y a une épidémie d'autisme. Donc il y a plus d'une personne maintenant sur 100 qui est diagnostiquée avec autisme. Et alors aux États-Unis, il y a vraiment cette courbe, vous voyez, qui augmente. Dans les années 70, on avait une personne sur 5000 qui était diagnostiquée avec autisme, et maintenant on a une personne sur 100, voire une personne sur 49 dans le New Jersey. Voilà. Alors, en fait, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces études. Ce qui est montré assez joliment par plusieurs études maintenant, c'est que les traits autistiques dans la population ne changent pas énormément, mais par contre, le nombre de personnes que l'on diagnostique avec autisme augmente. Et j'ai eu la chance de rencontrer Stephen Shore, qui est une personne avec syndrome d'Asperger, une personne autiste, qui a écrit le livre « L'autisme pour les nuls », qui a été traduit par une personne avec Asperger aussi en France. Et Stephen Shore me disait, c'est simple, l'autisme, ça a augmenté autant que les paquets FedEx. Et je pense qu'il ne pensait pas qu'il y avait une corrélation entre le nombre de paquets FedEx et l'autisme. Mais enfin, il nous a dit, est-ce que vous voyez ce qu'il y a entre le E et le X? Il y a une flèche. Voilà. Maintenant, chaque fois que vous verrez un paquet FedEx, vous allez voir la flèche. Et donc, je trouve qu'il y a deux messages. Le premier, c'est que effectivement, l'autisme était là, mais on ne le voyait pas, un peu comme la flèche de FedEx. Et que probablement on diagnostique beaucoup plus quelque chose qui était déjà présent. Et puis le deuxième message, qui est un message important pour moi, c'est que voilà, il y a des personnes avec autisme qui arrivent à être focalisées comme ça sur les détails, qui voient des choses que moi je ne voyais pas, et que dire qu'il faut soigner l'autisme, il faut faire attention il y a aussi des personnes qui vont très bien avec un autisme. Donc l'éco-génétique de l'autisme, donc voilà à peu près ma vie. Voilà, je regarde ces séquences d'ADN, donc c'est à peu près 3 milliards de ces lettres, c'est à peu près 2 mètres d'ADN dans chacune de vos cellules, c'est à peu près 20 000 gènes, et la différence entre vous et moi, c'est ça à peu près. Donc on a à peu près un changement de lettres, toutes les 1000 lettres,
et on appelle ça des SNP, si vous voulez. Et ces lettres, donc quelquefois, vont être, vous allez avoir un T, je vais avoir un C, et je dirais que c'est des lettres un peu vertes, c'est-à-dire que vous ayez un T ou un C, ce n'est pas un grand problème. Il y a des lettres un peu orange, où là, vous allez être brune ou blonde, ce qui n'est pas non plus une catastrophe, mais en tout cas, il y aura quelque chose qui va changer. Et puis, il y a des lettres qui, quand on les change, là, vont faire que vous êtes malade. Alors, le gros problème dans les laboratoires de génétique, c'est qu'on peut séquencer de l'ADN, mais par contre, on n'a pas la couleur. C'est-à-dire que tout le travail des laboratoires, c'est de comprendre est-ce que cette lettre, ce changement nucléotidique, est neutre ou est-ce qu'il est vraiment délétère. On a d'autres variations dans notre génome. On a des parties du génome où on a perdu. Donc là, ici, vous voyez, ici, c'est un enfant qui a perdu 5 millions de lettres et qui a perdu tous ses gènes. Et ses parents n'avaient pas cette anomalie. Et puis à droite, c'est un enfant qui a gagné, lui, 1 million de lettres et qui duplique un gène et qui est aussi impliqué dans l'autisme. Alors pourquoi je suis là parmi vous, c'est que dans les années 2000, en 2003 exactement, j'ai identifié ce premier gène impliqué dans l'autisme qui touchait des gènes qui codaient des protéines synaptiques. Donc je vais vous montrer le papier vrai. Donc c'est dans une famille suédoise où on avait montré chez un garçon autiste ici, et puis son frère qui avait un syndrome d'Asperger, qui a vraiment... C'est une personne qui voulait être infirmier, puis après qui voulait être chauffeur de taxi. Il connaissait toutes les rues de Göteborg, il pouvait les dessiner par cœur. Et ils avaient tous les deux cette mutation STOP, une mutation qui casse le produit du gène et qui était impliquée dans la formation des synapses, de ces points de contact entre les neurones. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on avait ce gène qui était sur l'X, mais on avait séquencé 150 familles à l'époque, et on n'avait trouvé qu'une seule famille qui était mutée. Alors, on a regardé un autre gène, neurogène 3, et on a retrouvé une autre famille qui avait cette mutation, donc avec ce nom très joli, arginine 451C, chez un garçon autiste et son frère Asperger. Donc, on était à peu près là, c'est-à-dire qu'on avait on n'avait pas identifié le gène impliqué dans l'autisme, mais par contre, on avait une information qui était assez pertinente, c'est-à-dire que si cette protéine était impliquée dans l'autisme, pourquoi pas celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Et donc, un peu comme un fil d'Ariane, on a essayé de comprendre quels étaient les gènes qui pouvaient être impliqués dans l'autisme. Alors, je dis s'il y a des étudiants, ça a l'air simple comme ça, mais enfin, c'est quand même le travail de beaucoup d'étudiants dans le laboratoire. Et voilà le fil d'Ariane quelques années plus tard. J'ai un superbe étudiant en thèse qui est dyslexique, mais vous voyez, il compense très bien en faisant des superbes figures. Et il a mis le chromosome 1, le chromosome 2, le chromosome 3, et ainsi de suite, et tous les gènes qui maintenant sont impliqués dans l'autisme chez des patients avec autisme. Et donc la première nouvelle, c'est que c'est extrêmement hétérogène. Vous voyez que chaque gène, c'est quasiment des fois, c'est une famille, un gène. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'ils convergent vers des voies biologiques, et en particulier ici, j'ai indiqué toutes les protéines qui sont au niveau de ces points de contact entre les neurones, ces fameuses synapses. Alors, quels sont les éléments fonctionnels qui nous montrent que ces gènes sont vraiment impliqués dans la connectivité? Ici, vous voyez un neurone en haut avec toutes ces petites synapses. Et puis là, on a introduit le gène avec la mutation qu'on avait trouvée chez les personnes avec autisme. Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'être neurobiologiste pour voir que le fait qu'il y ait cette mutation, arginine 451C, fait que ces contacts synaptiques sont diminués. Donc on a fait énormément de travaux, et en particulier les derniers travaux qui ne sont pas encore publiés sont sur des neurones humains issus des fragments de peau des patients que l'on a étudiés, pour lesquels on a trouvé des mutations. Donc, ce petit schéma qui vous semble peut-être compliqué, mais qui est une synapse glutamatergique, eh bien, on a identifié donc cette fameuse neurolégine, puis chancre, puis neurexine, et puis maintenant, on a un chemin qui est impliqué dans l'autisme. Donc, une des diapositives les plus importantes, c'est peut-être celle-là. C'est-à-dire que, d'abord, et je pense qu'il n'y a plus qu'en France où on pense qu'il n'y a pas de gènes impliqués dans l'autisme. Je vous assure qu'il y en a, et que la question maintenant, c'est d'essayer de comprendre ce qu'ils font. Mais surtout, on a du mal à comprendre l'hétérogénéité génétique de l'autisme. En particulier, il y a des formes, effectivement, que j'ai indiquées ici à gauche,
où les parents n'ont aucune mutation qui a l'air en cause dans l'autisme, et puis l'enfant a une mutation et il est autiste. Et donc il y a des cas d'autisme un peu monogéniques, et c'est surtout le cas des patients avec autisme et déficience intellectuelle. Donc je blague maintenant en disant que j'ai mes copains monogéniques et mes copains polygéniques. Donc il y a mes amis monogéniques, en particulier les cliniciens, sont très intéressés par ces formes monogéniques car elles sont assez solides, elles sont importantes pour le diagnostic et le conseil génétique. Après, on a beaucoup de mal à identifier ces gènes qui sont hérités. Donc, je ne vais pas vous rentrer dans tous les gènes qu'on a identifiés, mais on a identifié certains gènes, et en particulier les derniers sont impliqués sur des aspects d'hypersensibilité et d'hypersensibilité auditive, et beaucoup de personnes avec autisme ont des hypersensibilités auditives. Et puis, les troisième forme d'autisme, j'ai mes copains polygéniques qui sont intéressés que par ces formes-là, c'est quels sont les variants qui sont dans cette salle qui... simple variant ne va rien faire, mais par contre vont s'accumuler chez les personnes avec autisme et vont faire que cette personne est autiste. Alors ça, c'est extrêmement difficile d'étudier ces variants, et en particulier, est-ce qu'il faut poser la question autisme ou d'autres formes, d'autres traits humains? Et par exemple, quelle est l'héritabilité de l'empathie? Donc ça, personne ne s'était posé vraiment la question de ça, et même se poser la question, des fois des gens me disent « mais qu'est-ce que tu fais ?» Et donc on l'a posé avec un grand psychologue de Cambridge qui s'appelle Simon Baron-Cohen, qui a mis en place, et Varun, qui est un étudiant en thèse vraiment brillant. Et donc il a mis au point, il y a 20 ans maintenant, un test qui s'appelle « Lire l'esprit dans les yeux », « Read the mind in the eye test ». Et vous avez les yeux de quelqu'un, et on vous demande si vous pensez qu'il est plutôt joueur, réconfortant, irrité ou s'ennuyant. Je ne vais pas vous donner la réponse, mais vous pouvez aller sur Internet. Et vous faites ça 36 fois, ce qui est un peu quand même le test. Et puis, vous allez avoir un score. Donc, si vous avez ce score moyen, vous êtes dans la moyenne des personnes. Et si vous avez un score plus faible, ce n'est pas grave, mais vous n'êtes pas extrêmement performant dans lire l'esprit de... Mon beau-frère est comme ça. C'est le score de mon beau-frère. Et j'adore mon beau-frère. Et donc, on a demandé à 23andMe, qui est une boîte de génétique aux États-Unis, de mettre ce test sur leur site web et de nous donner les génotypes des personnes. Et donc, on a identifié le premier gène, qui est LRN1, qui est un gène aussi synaptique, qui serait impliqué dans cette capacité à lire l'esprit dans les yeux. Mais ce gène explique très très peu de la variance. Je pourrais en parler plus longtemps. Donc on a ce cocktail qui est très 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 complexe. Donc ça c'est la figure un peu complexe, et puis ça c'est un peu plus simple peut-être, où on a, comme dans l'image des cocktails, on a des fois des alcools forts, on se rappelle le matin, et d'autres des alcools un peu moins forts, où il faut qu'il y ait une accumulation. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est quelle est l'évolution de ces gènes et du cerveau social. Donc on a muté ces gènes chez la souris, et on s'est posé la question, qu'est-ce que ça fait? Donc là, par exemple, donc ça, c'est à gauche, c'est la souris, et à droite, c'est Élodie. Élodie qui, en fait, il y a quelques années, était au Nigeria à écouter les babouins vocaliser. Maintenant, elle est au -1 de l'Institut Pasteur pour écouter les souris chanter. Et donc, la première chose qu'elle a vue, c'est que, voilà, si vous n'avez jamais vu une souris dans une bassine, voilà ce que ça fait. C'est passionnant. Donc ça, c'est une petite souris normale. Et puis à droite, c'est la souris qui est mutée dans des gènes qu'on a identifiés, SHANK2. Voilà. Et je dis toujours, si une petite souris arrive à l'hôpital comme ça, elle va voir directement le spécialiste de l'hyperactivité, elle ne va pas voir le spécialiste de l'autisme. Donc ça, c'est la première chose qu'on voyait. La deuxième chose qu'on voyait, c'est qu'elle sautait plus et elle se toilettait plus. Il y a d'autres souris qui aussi ont ces aspects-là. Et évidemment, on s'est intéressé aux interactions sociales. Et donc là, on a fait énormément de tests, mais je vous en montre qu'un. Donc c'est un mâle, et on va introduire une femelle en chaleur dans la cage. Donc voilà, c'est en tout cas ce qui se passe au -1 de l'Institut Pasteur.
Voilà, donc c'était un peu attendu, hein. Et maintenant, à droite, c'est un mâle muté dans le gène SHANK2. Donc je vous assure que quand j'ai identifié ces gènes il y a 10 ans, je ne pensais pas qu'on allait trouver des choses comme ça chez la souris. Vous allez voir que c'est pas qu'elle n'est pas intéressée. Alors on m'a demandé si c'était pareil, garçon, fille. C'est pas qu'il n'est pas intéressé par les souris-filles, parce que fille, c'est pareil, il y a des problèmes d'interaction sociale, garçon. Vous allez voir que c'est pas qu'il n'est pas intéressé, mais vraiment il y a quelque chose qui est différent. Il va suivre, il n'y a pas de problème d'olfaction. Et donc on a ce syndrome. Et là vous avez en haut de la cage, je ne sais pas si vous voyez bien, en tout cas il y a un micro, donc vous savez peut-être pas, mais les souris chantent, mais elles chantent dans l'ultrason. Donc je crois que c'est la première fois au monde qu'il va y avoir une souris qui va chanter sous la coupole. Donc je vais vous le montrer. Écoutez bien. Oui, là c'est vraiment, il faudra en revenir pour le concert, mais en tout cas, c'est des petits sons, cuit comme ça. Et là, on a montré que ces souris chantaient moins et chantaient différemment. Elles utilisaient des chants différents. Vous pouvez aller sur notre site web. Il y a même on a fait un site web qui s'appelle MouseTube. Vous pouvez aller regarder les choses. Donc on s'intéresse beaucoup aux interactions sociales et en particulier on essaye de comprendre quelles vont être les interactions entre les différentes souris. Donc ici on a avec Fabrice Auchon, c'est des résultats qui ne sont pas publiés dans le groupe d'Oliveau Marin. Il ne connaissait rien aux souris, nous on ne connaissait rien aux images et voilà ce que ça donne maintenant. Il a utilisé du machine learning pour maintenant essayer de comprendre, de trouver l'identité de chaque souris et de savoir exactement ce que font chaque souris et comment elles interagissent ensemble. Et donc les premiers résultats, je peux vous montrer des choses qui ne sont pas publiées. Donc voilà une petite souris tout à fait normale qui se balade. La souris SHANK2 que vous avez vue qui va dans la périphérie. Et puis Elodie a eu une très jolie idée de mettre une petite boîte dans la cage. Et alors vous voyez qu'ici, la souris sauvage, normale, va un peu explorer la cage, mais ne va pas aller dedans. Et puis vous voyez que la petite souris SHANK2, elle va aller dans la cage. Et donc ça, c'est de mon côté un peu Andy Warhol. Voilà. Ça, c'est chaque souris a un peu un phénotype différent avec cette stéréotypie d'aller dans la cage. Et j'ai montré ça à une psychologue et elle m'a dit « Ah, ça me fait penser à Fernand Deligny, qui est un professeur dans les années 60, qui a amené des personnes avec autisme à la campagne et qui avait sur des croquis faisait le trajet des personnes avec autisme. » Donc voilà, ça c'est du machine learning dans les années 21e siècle et en fait on avait déjà sur des croquis les mêmes idées de voir le trajet des personnes. Il appelait ça les lignes d'air, je trouve ça très joli. Voilà, les perspectives, comme vous voyez, on peut travailler sur l'autisme. On essaye de comprendre toute cette hétérogénéité des personnes avec autisme en utilisant la génétique, mais aussi, je ne vous ai pas montré, l'imagerie cérébrale. On essaye de comprendre les personnes qui ont des mutations dans des synapses, des gènes synaptiques, on fait des modèles cellulaires, des modèles animaux, et on essaye d'avoir des essais cliniques maintenant qui vont être basés sur des sous-groupes de personnes avec autisme. Chaque chercheur, en tout cas c'est vrai pour beaucoup de thèmes, isolés ne pourra rien faire. Je pense que c'est vraiment uniquement au réseau qu'on va pouvoir faire des choses. Donc un réseau en France et puis en Europe. Donc je suis le généticien référent pour le projet sur l'autisme en Europe. Et puis dans le monde, on met tous ces génomes ensemble pour essayer de comprendre et en particulier aussi vraiment au travail main dans la main avec les psychiatres et avec les familles, parce que c'est ça qui est le plus important. Comme disait Lorna Wing, qui était une de mes héros, qui était une psychologue anglaise, qui a fait beaucoup de travail, qui avait une fille autiste, quand vous avez vu un enfant avec autisme, vous avez vu un enfant avec autisme. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous différents. Voilà, tout ce travail a été fait par des amis extraordinaires au laboratoire. Vous voyez qu'il y a des généticiens, des psychiatres, des éthologues qui travaillent. L'argent, c'est quand même important. Ce travail sur l'autisme a quand même été beaucoup financé par des fondations. Et la fondation Bézancourt-Schuller, Cognac-G ont été extraordinaires. Orange Fondamental, je ne vais pas... Voilà. Et puis je voulais remercier les familles. J'adore ce titre, pas d'esprit laissé de côté. Et je dis toujours à mes amis scientifiques généticiens, c'est super de séquencer de l'ADN, c'est super de regarder les synapses, mais c'est aussi, à mon avis, très important même, aussi important de lire ce que les personnes avec autisme disent, ou les parents,
Je vous conseille vraiment vivement de lire les livres de Joseph Chovanec, qui sont d'une humanité extraordinaire. Il y a une petite bande dessinée, un petit film sur YouTube qui est très joli. C'est un papa qui a découvert l'autisme de sa fille. Et sur le t-shirt de sa fille, il y a marqué « Je suis unique comme tout le monde ». Et comme généticien, c'est le message que je vous donnerai. Merci.